Je m'appelle Louis Favre, installé ici à Chênebourg, près de Genève. J'ai dirigé les travaux d'un des plus grands chantiers du XIXe siècle, le percement du tunnel du Saint-Gothard au cœur des Alpes suisses. Des années de labeur pour des milliers d'hommes venus arracher à la montagne une roche capricieuse et dangereuse. À coups de pioche, de perforation avec des machines plus rudimentaires que celle-ci, dans un cauchemar de poussière, de chaleur et d'énormes écoulements d'eau, mes ouvriers ont dégagé la voie au péril de leur vie. Beaucoup sont morts par la manipulation encore peu maîtrisée de la dynamite, d'autres rendus malades par les conditions de travail. Je n'ai pas vu l'achèvement des travaux, car j'y ai laissé ma vie, victime d'un malaise cardiaque au milieu du chantier. 7 mois plus tard, mes hommes réalisent la jonction. Le tunnel est percé avec une erreur de quelques centimètres pour une distance de 15 km. J'avais pris l'engagement de réaliser ce projet en 8 années, mais je découvris bien vite mon imprudence par les incertitudes climatiques, techniques et humaines. Il y eut les nombreux conflits avec la direction de la Compagnie du Gothard, dirigée par des ingénieurs souvent en désaccord avec mon expérience en génie ferroviaire. Les nombreuses et difficiles mesures avec cet instrument pointé sur une source lumineuse rudimentaire ont souvent arrêté les travaux. La qualité des roches et les pressions énormes sur certains parcours ont considérablement ralenti la progression. L'air comprimé dégagé par les perforatrices supplée à peine aux besoins respiratoires. Un cauchemar. Le tunnel a été réalisé avant le tracé élégant des rampes d'accès. Je suis fier d'avoir pris le risque de tenter cet immense défi et d'avoir prouvé mon engagement, même si ma société a été ruinée par les procès engagés par la Compagnie du Gothard. 26 janvier 1826 à Chênetonnet, au bord de la Séma. Louis Favre sera le premier fils de Jean-Claude et de Péronne, marié le 1er mars 1824. Louis, comme son père, sera instruit, élevé dans sa commune jusqu'à 19 ans, et il apprendra le métier de charpentier. En 1845, Louis songe à trouver du travail sur les routes de France. Une lettre de recommandation et sa stature de 5 pieds et 3 pouces, selon son passeport, le conduisent à Neuilly-sur-Marne, en banlieue parisienne. Il se lie très rapidement avec un certain Stanislas Renault, qui, par une correspondance, nous livre quelques traits du jeune Favre. Stanislas Renault est aussi le fils d'un charpentier très actif dans la construction de lignes de chemin de fer en France et partage avec Louis les premiers travaux sur les chantiers de son père. Le salaire n'est pas grand, 4 à 5 francs par jour. Louis est très apprécié par son patron. Une grande amitié lie les deux jeunes qui décident de suivre des cours de dessin au faubourg Saint-Martin et à Saint-Denis. Stanislas note que son ami Favre ne semble pas avoir de bonnes dispositions et ne présente pas les signes d'une grande ambition. Le 19 mars 1846, après 13 jours d'épreuve, ils sont reçus comme compagnons charpentiers. Quelques mois plus tard, Louis rentre au pays. Il a 20 ans et devrait effectuer son service militaire. Stanislas Renault note encore que Louis était chaussé de sabots sans bride. Juste avant de se quitter, Stanislas lui aurait offert 2 francs. Nous verrons plus tard que Louis Favre deviendra un homme d'affaires avisé. En 1872, c'est un homme qui a fait fortune en génie ferroviaire en France et qui a investi dans l'immobilier à Paris. C'est un autodidacte qu'on apprécie par sa rapidité d'esprit et son intelligence. La guerre franco-allemande fait tarder la signature d'une convention trilatérale sur la construction de la ligne du tunnel du Saint-Gothard. C'est là, à ce moment, où le financier, fils d'un millionnaire, banquier, conseiller d'État, zurichois, Alfred Escher a pris le pouvoir et la présidence de la Compagnie du chemin de fer du Saint-Gothard. Escher et Favre se connaissent.
La ligne du Gothard à construire s'étend de Lucerne à Chiasso. Le chantier du tunnel à lui seul comprend 14 800 mètres de roches à percer entre Göschenen et Airolo. La soumission pour ces travaux encouragés par Jean-Daniel Colladon revient à Louis Favre, sous des conditions draconiennes. Insouciant ou téméraire, Favre, tout à son plaisir, organise une fête dans sa villa. Le 13 septembre 1872, l'ingénieur Bossy prend la tête du chantier sud à Airolo. 3 semaines plus tard, Stockalper ouvre la voie nord à Göschenen. Les travaux gigantesques débutent de part et d'autre du col du Gothard, parcouru par les diligences et les services postaux transportant plus de 60 000 personnes chaque année. Louis Favre a décidé, contre l'avis des ingénieurs de la compagnie, d'utiliser une méthode différente des autres. On creuse de haut en bas une section de 8 mètres de largeur et haute de 6 mètres. On n'entreprend pas immédiatement cette grande section, mais on dégage le sommet de la voûte par une petite galerie, la galerie d'avancement ayant environ 2,40 m de hauteur sur 2,60 m de largeur. Ensuite, on progresse en abattant les côtés, tout en gardant une distance avec le front de taille. Au fond de la galerie, les mineurs attaquent avec des perforatrices sans cesse améliorées. Les forêts préparent les logements pour les cartouches de dynamite, manipulées à raison de 300 kg par jour. 6 à 800 ouvriers travaillent en même temps à l'intérieur des galeries, dans des conditions éprouvantes. L'eau ne suinte pas, elle déferle de la roche. La température atteint plus de 30 degrés et les hommes se déplacent à la lueur de leurs lampes qui consomment autant d'oxygène que leur respiration. Pourtant, malgré les prévisions pessimistes, en 1875, ils assurent une avance journalière totale de 6 mètres. À chaque explosion, il faut renouveler 100 mètres cubes d'air. Au portail de Göschenen et d'Airolo, d'immenses machines conçues par Colladon fabriquent l'air comprimé au prix d'une dépense colossale d'énergie. Les compresseurs reçoivent la force hydraulique captée sur les flancs de la montagne. Infatigable, Louis Favre passe d'un chantier à l'autre en traversant le col du Gothard à cheval. Le chantier d'Airolo pose problème par manque d'énergie hydraulique fournie par les rivières du Tessin et de la Trémola. La progression du minage des roches, malgré le doublement des effectifs, est entravée par les eaux de ruissellement. Près de 250 litres par seconde sortent de la galerie. On déplore un grand nombre d'accidents par l'emploi de la dynamite. Favre fait face aux nombreuses critiques des ingénieurs de la compagnie du Saint-Gothard. Les conflits sont nombreux et si injustes que Jean-Daniel Colladon prendra ouvertement position contre l'ingénieur en chef, Robert Gerwig. Aber die Dampfmaschine im Tunnel ist ausgefallen und ich musste zu Fuß kommen. Ich kann immer nur Ausreden. Ausreden. Schriftlich, mündlich, Deutsch, Französisch. Ausreden. Das Subterfuge. Sie sind hingedreht, Herr Favre. Das wird die Organisation auf dem Bauplatz dermaßen dilettantisch ist. Stanislas Renault, engagé en qualité de secrétaire général, note une remarque de son ami. « Ah, cette convention du 8 août, comme je devais la tourner et la retourner plus tard. Si cela continue ainsi, nous aurons de jolis démêlés. Avec cela que je ne comprends pas un mot aux multiples interprétations de leur charabia. » À Göschenen, les plaintes sont vives, provoquées par les conditions sanitaires d'hébergement et de sécurité. Protestations, manifestations. Un conflit éclate. Dans l'après-midi du 27 juillet 1875, après la décharge des mines, quelques ouvriers refusent de reprendre le travail. Au cri « Gare la mina, via tutti !» des dizaines d'ouvriers se précipitent vers la sortie, craignant l'explosion d'une caisse de dynamite. Plus tard, un groupe de mineurs déclare ne plus vouloir revenir travailler dans des conditions si difficiles. Et les instructions données provoquent le soir un important rassemblement au village de Göschenen. La décision de reprendre le travail est assortie d'une augmentation de salaire. Il n'y a pas d'intervention de la police.
et la direction de l'entreprise Favre ne semblent pas accorder trop d'importance à cette manifestation. La nuit est très agitée et le 28 au matin, Stockalper, l'ingénieur en chef, demande l'assistance de la police. Il envoie un télégramme au bureau principal de Louis Favre à Altdorf. Mineurs font grève. Envoyez 50 hommes armés et 3000 francs. Le gouvernement uranais parvient à équiper 22 hommes. Au soir du 28 juillet, dans l'atmosphère survoltée, malgré l'intervention courageuse du président de la commune, l'affrontement dégénère. Les soldats tirent sur les émeutiers. Bilan, 4 morts. La presse se déchaîne. Les interpellations mobilisent les esprits. Robert Gerwig s'en va. Wilhelm Hellwag lui succède. Louis Favre s'épuise à convaincre la direction de la Compagnie du Gothard de la pertinence de la bonne conduite de ses travaux. Les conditions de travail se compliquent par la montagne qui tente de se refermer sur elle-même. Les coûts et les conflits augmentent. En septembre 1878, on démolit et reconstruit les clés de voûte sur des ordres contradictoires de la direction de la compagnie. Stockalper, furieux, soutient les arguments de Favre. Le conflit s'envenime. On parlera plus tard devant les tribunaux de la mauvaise partie, le tronçon rebelle de la montagne. Le 19 juillet 1879, dans l'après-midi, Favre, Stockalper ainsi qu'un ingénieur français pénètrent dans la galerie nord pour une visite de chantier. Louis Favre, pris de malaise, s'écroule et meurt foudroyé à 53 ans. Son corps est ramené à la surface sur un wagonnet. Favre ne verra pas son œuvre. Le 28 février 1880, les forêts traversent le dernier mètre de la paroi rocheuse. Délicatement posée dans une boîte métallique, la photo de Louis Favre passe dans une étroite ouverture. Hommage rendu à cet homme charismatique, téméraire et peut-être imprudent, car il sera ruiné par les procès intentés par l'illustre compagnie du Gothard. Le lendemain, dimanche, la jonction est réalisée par les ouvriers. Dans l'allégresse générale, on mesure un écart latéral de 33 cm. On relèvera aussi que plus de 200 personnes sont mortes de maladies et d'accidents, dus principalement aux explosions et aux chutes de pierres.